Salut Olivier. Salut Brian. Tu t'es perdu à l'archipel. Ouais, je me suis perdu, je comprends pas, c'est quoi ce climat là? Moi j'arrive en touriste avec mon caleçon, c'est quoi là? On est où là? Tu habites dans le nord? Ben, je t'avais dit qu'il faisait beau chez moi et que c'était limite de la sécheresse. Ouais, ben, je crois que tu te moques de nous des fois. Mince, tu connais mon secret. On est sur une journée un peu atypique, hein. Comme quoi ça arrive que des fois il fasse pas très beau. Mais on en parlait tout à l'heure, quand il pleut, nous on est heureux. Ouais. Ça nous évite bien du... Je sais que moi le premier, déjà pour ma tête, je me sens bien quand il fait pas très chaud. Et le potager c'est pareil en fait, hein. Sitôt qu'on est entre 20 et 25 degrés, il se régale, hein. Il n'a pas besoin de beaucoup plus de chaleur. Bon, je viens t'embêter un petit peu parce que je vais me lancer dans le potager maintenant que les arbres fruitiers commencent à prendre racine. C'est bien. Et je voulais... C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ouais. Et je me suis dit, il me semble que tu as déjà planté 2-3 trucs l'année dernière, tu commences à avoir un peu d'expérience. Et je voulais avoir ton ressenti par rapport au terrain. Et c'est quelque chose que j'aimerais développer ici à l'archipel, c'est recevoir des personnes par rapport à toutes leurs expériences. Bien sûr, des climats différents. Tu es encore plus au sud par rapport à moi, plus proche de la mer. Bon, là, il y a du vent aussi, hein, mais tant mieux. Et je voulais avoir, je sais pas, par rapport à la terre, comment tu la ressens, là où tu penses qu'il y a des zones où je pourrais planter, plutôt bac. Chez moi, je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux vu que tout a cramé. Je t'écoute. Déjà, je voudrais te dire que c'est bien de se lancer parce que semer est un acte fort. C'est une phrase que je répète souvent et il ne faut pas se mettre de barrière. Où qu'on soit, sitôt qu'on a un petit bout de terre, un balcon, une terrasse, on peut semer, on peut faire face à toutes les situations. Parfois, tu vas peut-être devoir recréer du sol parce que c'est vrai que le sol qu'on a dessous, parfois il est extrêmement capricieux. Ça met parfois du temps à devenir fertile et c'est vrai, on va le voir et on va aller le tester. Mais il y a toujours des solutions, il y a toujours des clés de fertilité. Tu sais, des fois même on intellectualise trop le potager. Et peut-être qu'aujourd'hui on va rappeler qu'il y a des clés de fertilité qui sont presque universelles. Même si chaque potager est différent, si chaque jardinier est différent, chaque vision. Chaque vision, il y a quand même des choses qui font que tu vas réussir à avoir un beau potager parce que tu vas respecter quelques clés de réussite. Et ça va le faire, tu vas produire. J'espère. Ouais. Sinon, je dirais que c'est ta faute. Mauvais conseil, tu sais. Non, en fait, quand les gens réussissent leur potager, c'est grâce à moi. Mais s'ils échouent, c'est à cause de... T'as la pression. Hein. C'est formidable. Tu sais, j'ai fait le concours il n'y a pas longtemps. Là, ils m'ont envoyé des photos et c'est fabuleux. C'est fabuleux de voir la diversité des potagers, des jardiniers. Et justement, de voir tous ces contextes. Et chaque fois, il y a des légumes, quoi. On y arrive. Et comment tu as réussi sur, je crois, plus de 2000 participants? Comment tu as réussi à... faut faire un choix, mais... Comment tu as fait pour que... Ouais, justement, j'ai pas voulu choisir parce que, tu le vois aussi dans mes partages, c'est qu'il n'y a pas un jardinier qui mérite plus que l'autre en fait. Et je repars de cette phrase clé que du moment que tu sèmes, franchement, est-ce que tu mérites un jugement quelconque? Non, déjà, voilà, tu pars dans une philosophie tellement bonne, tu vas semer de la vie. Et tu sais, moi, la vie, c'est le mot qui me fait frétiller quoi, tous les jours. On est vie. Et le potager, c'est vie. C'est de la vie. Et la vie, on en revient à ces clés de développement, d'épanouissement, notamment l'eau, d'accord, notamment les minéraux. Nous, il faut qu'on ait de l'eau, il faut qu'on mange, il faut qu'on ait un environnement assez propice. Et ça, si tu le retranscris au potager, bizarrement, il va être lui aussi super vivant, super heureux, et toi, tu vas le suivre. Alors, des fois, je me demande la question, est-ce que c'est moi qui suis le potager ou est-ce que c'est le potager qui me suit? En fait, l'œuf ou la poule. Exactement. Ouais. Ouais, je pense que justement, c'est une sacrée complémentarité, quoi, voire même complicité. Et quand tu arrives à ça, tu as tout gagné, quoi. Souvent, on le verra, quand le potager ressemble au jardinier, c'est comme les enfants qui ressemblent aux parents, c'est comme le chien qui ressemble à son dresseur. C'est pour ça que tous les potagers sont différents. Mais on va voir qu'il y a quelques trucs sympas à respecter. Alors moi, je vais te montrer un petit peu comment j'ai commencé et maintenant où j'en suis. Okay. J'ai essentiellement planté du fruitier parce que c'est le plus long. Ouais. On marche ensemble. Ouais. J'avais commencé à planter ici parce que, alors au début, moi je notais ce que me disait mon grand-père. Il me disait bien au sud, beaucoup de soleil. Sauf qu'il me parlait de ça quand lui il en faisait il y a 20-30 ans.
Maintenant, ça crame ici, tu vois, là on est vraiment sur une partie sud, ici. Et en bas, alors maintenant je fais du paillage, hein, on va pouvoir l'observer. Il y a des choses qui prennent, mais pour la quasi-totalité. Lui, il a trop d'eau maintenant, tu vois, c'est le problème. Ça va vite sécher avec cet été. Et ouais, attends, je vais mettre de l'autre côté, en même temps j'en profite. Hop. Et donc ici, j'ai planté et la première année, tu sais, on se dit plein soleil, ça a cramé et j'ai totalement perdu mes récoltes. Et j'ai remarqué l'an dernier en faisant des tests, parce qu'on est dans des tests perpétués. On expérimente. Exact. J'ai remarqué que c'est dans les bacs que ça poussait le mieux pour l'instant. Le temps de préparer ma terre, je pense. Tu sais, de la rendre plus fertile. Tu parles des légumes ou des fruitiers? Pour les légumes, pardon. Les légumes, ouais. Les fruitiers, je les mets directement en terre. De toute façon, ils vont être là pendant 15 ans. Ce ne sera pas de l'annuel. Et il faut que ça s'adapte. Et ouais, parce que tu as un monde d'écart entre les arbres et les légumes, si tu veux, quoi. Tes fruitiers, c'est du vivace, d'accord? Ça va durer sur des années, sur des dizaines d'années. Du coup, ils vont développer un système racinaire qui rapidement va descendre à 50 cm, 1 mètre, 2 mètres. Et notamment, cette ressource si précieuse qu'est l'eau, ils vont aller la chercher plus facilement. Sauf leur première année, où là, c'est un peu comme des légumes, c'est peut-être ça aussi que tu as perdu. C'est vrai que l'arbre fruitier, la première année, c'est fragile. Après, tu rentres dans le monde du potager. Et le monde du potager, qu'on le veuille ou pas, c'est quelque chose de très éphémère. Chaque année, tu redessines complètement ta toile parce que des légumes à 99%, c'est annuel. C'est pas vivace. Et la meilleure racine d'un plant de légumes, parfois ça va descendre à 50 cm, mais bien souvent c'est dans les 20 premiers centimètres. Donc c'est quelque chose de très fragile, de très éphémère. C'est vraiment, moi le potager, je le vois vraiment comme une toile annuelle, quoi. Chaque printemps, je sors mes 10 doigts, qui sont mes 10 pinceaux, tu vois, et je dessine. Je dessine et limite à l'automne, j'efface tout, quoi. Alors c'est vrai que tu as quelques légumes perpétuels, mais ça reste anecdotique, quoi. 99%, ce qui va nous nourrir, c'est de l'annuel. Donc il faut vraiment créer quand même des conditions vachement fertiles, vachement propices, parce que sinon rapidement ton plant de légumes peut être fragilisé parce que c'est quelque chose d'éphémère et de fragile par définition. Alors, justement, qu'est-ce que tu ferais toi sur un sol qui a été retourné pendant des années? Bon, il a été un peu en jachère, mais sol argileux, beaucoup de croûte. Ouais, sol retourné, pas retourné, moi c'est pas ça qui m'importe trop, par contre j'apporte une importance à la texture de sol. La texture de sol, c'est alors ici c'est tellement difficile qu'on va avoir du mal à le prendre, mais là ici tu l'as. La texture de sol, c'est ça si tu veux. Donc ça c'est quoi? C'est du minéral, c'est un ensemble d'argile. Là on parlera de l'organique tout à l'heure. Il y a de la pierre aussi. Il y a de la pierre, mais c'est surtout de l'argile, du limon, du sable, d'accord? Et ça, selon tes régions, tu vas avoir une prédominance de sable. Je pense à tout l'ouest de la France, les Landes, où tu as un terrain qui va être super sableux. Et le sol, par définition, le plus sableux, c'est la plage. Donc la plage, c'est désertique, c'est pas fertile. Mais par contre, d'avoir un peu de sable dans ton sol, tu vas avoir une super texture assez aérée, assez poreuse, ça colle moins, ça respire mieux. Parce que le potager, c'est comme nous, ça a besoin de respirer. Et toi ici, tu vas avoir une tendance un peu plus argileuse, limoneux argileuse. Et le principal, on va dire, inconvénient, c'est que ça a du mal à respirer. Parce que c'est hyper compacté, c'est hyper tassé. Et ça a une texture de sol qui est assez compactée, effectivement. Alors après, tu as deux écoles. Tu as l'école du sol vivant sans travail du sol. Et tu as toutes les écoles de motoculteurs, d'aération mécanique. Toi, tu es de quelle école? Alors moi, je suis du signe astrologique de la balance et ça me joue des tours. C'est que je cherche à comprendre l'intérêt de chaque technique. Alors le motoculteur, c'est la technique mécanique et c'est vrai que mécaniquement, tu vas aérer tout ça, tu vas incorporer de l'air, comme tu ferais une recette de cuisine, tu vas battre au fouet. Et effectivement, à court terme, ça va marcher. Simplement, ça va être au détriment d'une vie du sol. Et moi, dans ma quête de bien faire au potager, j'ai tendance quand même à faire plus confiance à la vie du sol pour bosser mieux que moi. Et le problème, c'est que la vie du sol, là-dedans, bon courage, quoi. Un ver de terre, il va méchamment galérer à aller décompacter ça. Donc, aujourd'hui, on est beaucoup sur de l'amendement, sur des gros apports de matière organique. Hein, donc, c'est
c'est de l'herbe, c'est du foin, c'est de la paille, c'est tes tontes de prairie, c'est tes déchets de cuisine, c'est tes toilettes sèches, c'est tes broyats de arbres. Tout ça, c'est la matière organique, hein, tout ce qui brûle, tout ce qui est résultant du vivant, du sang, de la poudre d'os, des cheveux, de l'urine. Tout ça, c'est la matière organique. Et les agrumes alors... Les agrumes, c'est un déchet comme un autre. Après, il faut que tu vois ça dans une diversité globale. La nature, la vie aime la diversité. Et si tu rajoutes, donc là c'est ce que tu as fait, je vois, oui. C'est du fumier. Oui, mais il est bien, t'inquiète pas, il est bien. Ouais, mais même ça me fait pas, pour moi c'est pas sale tout ça, tu vois, c'est de la matière organique. Là, elle commence à être grossièrement compostée. Après, sur un sol très tassé comme ça, il va falloir comment dire, trouver un juste milieu entre le côté quand même très éphémère de tout ça, parce que ça va se décomposer, ça va vite disparaître. Et il faut essayer en fait, de lier ces deux trucs là. Et comment on fait? Alors, je te partage moi ma quête de connaissance, d'accord, hein. C'est pas une vérité, mais si tu mets une trop faible couche, ce que je vois souvent chez des jardiniers qui font un peu cette erreur, et c'est une erreur que j'ai fait aussi quelque temps, si tu mets une faible couche de matière organique, hein, il ne va pas se passer grand chose parce que tu ne vas pas créer de la vie dans cette couche-là et elle ne va pas se mettre non plus là-dedans. Par contre, après, si tu le mélanges mécaniquement, là, tu vas faire un mix qui va être sympathique, mais ça implique un travail mécanique. C'est ce que font plein de, on va dire, les pépés pour caricaturer, la vieille école. Je mets un peu de compost, je mélange tout ça et ça fait un truc sympa, mais quand même qui reste très artificiel. C'est pas nous qui créons ça, enfin si, c'est nous qui créons ça et c'est pas la vie du sol. C'est instantané, mais c'est pas sur le long terme. Exactement. On peut le résumer comme ça et c'est vrai que c'est pas durable. Après, si tu mets une grosse épaisseur de matière organique, dans l'idéal diversifié, et c'est ce qui se passe dans un fumier. Un fumier, c'est diversifié parce que tu as du crottin très humide et tu as de la paille très sec. Donc tu as quelque chose de très diversifié qui va répondre à de multiples exigences pour créer de la vie là-dedans. Ce qui fait que, en fait, tu vas créer un milieu de vie et là-dedans, les macro-organismes, bactéries, champignons, tout ça va débouler dans cette épaisseur. Et petit à petit, ils vont s'installer dans ton sol, ils vont aller grignoter petit à petit le sol d'en dessous pour le faire remonter et lier un peu tout ça. Mais ça implique, c'est un peu le principe des buts lasagne, des buts de matière organique, ça implique de mettre une épaisseur assez consistante. D'accord, donc beaucoup de matière organique. Alors après, c'est pour ça que j'insiste sur le sol de départ. Tu as ce qu'on appelle des sols de départ qui sont merveilleux parce qu'ils ont une bonne texture. Ils ont une bonne proportion de sable, d'argile, de limon, de matière organique parce que la terre, l'herbe, elle se décompose, les macro-organismes. Ce qui fait que dès le départ, tu tombes sur un sol qui est déjà en fait vivant, qui est déjà fertile. Et là, le moindre bout de paille ou de crottin ou de n'importe quelle matière organique, vu qu'il y a déjà de la vie là-dessous, tout ça de suite va être digéré, intégré, absorbé. Ce qui fait que des fois tu as un très fin tapis de feuilles sur une terre franche, mais de suite elle va se faire bouffer, de suite ça va être digéré par l'usine qui est en dessous. En fait je vois ça un peu comme pour moi ça c'est un sol, tu vois on n'arrive même pas à y aller à la mer. Ouais c'est dur. Mais... Et dis-toi que j'ai déjà passé des coups de grelinette ici. Hein. Ouais mais bon, c'est... Non mais tu vas te faire mal. Pour moi, ça, c'est un sol qui n'a pas encore d'estomac, tu vois. C'est un nourrisson. Okay. C'est un nourrisson, et un nourrisson, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne du compost, de la compote. Tu sais, la compote toute mixée. C'est pour ça que... Déjà mâché. Et c'est pour ça qu'un sol jeune, j'aurais plus tendance à dire, faites-le devenir vivant, adulte, aéré, meuble. Mettez-y un coup de grelinette, aérez-le, incorporez-y dans les premiers temps, il faut l'aider. Il a besoin de parents, d'adultes, du jardinier. On va jouer un peu le rôle de parents dans tout ça, on va l'aider à devenir vivant. Petit à petit, ça va être aéré, ça va se remplir de matière organique. Et après, alors en fait, chez moi, je te résume ce que je fais. Ah ouais, non mais chez moi, j'ai un sol comme le tien. Donc ce que je fais,
T'as ça aussi comme genre de sol? Ouais, j'ai ça, ouais. J'ai ça. Argilo, sablonneux un peu? Très argileux, très argileux et surtout pas de sable. Pas de sable, pas de sable. Et ça, c'est assez handicapant. Donc ce que je fais, je l'alimente en compost, qui pour moi se résume à une compote, si tu veux, c'est mixé. Puisque j'ai pas de vie du sol, dans les premiers temps, j'avais pas de vers de terre. Donc je l'ai vraiment aéré, j'ai amélioré la texture, j'ai même ajouté du sable. Alors je sais que j'ai été contredit pour ça, mais encore la vidéo qui sortira est quand même... Voilà, moi je me fie à ce que j'ai sous les yeux. Je peux te dire qu'aujourd'hui j'ai ce qu'on appelle du complexe argilo-humique. Donc c'est de l'argile qui se lie avec de l'humus. Et tu verrais cette texture qu'aucun jardinier peut faire. Parce qu'il n'y a que les vers de terre, il n'y a que la vie du sol qui peut créer ça. Ce sont les vers qui, excuse-moi, qui vont en vertical. Ce sont les vers qui, même les anéciques, franchement, même les vers de terre de surface arrivent à mixer tout ça. En fait, ils te boulottent tout ça et ils font des cacas, ils chient. C'est tout le monde vit, meurt, chie, se fait bouffer, bouffe, minéralise, crée de l'humus. C'est totalement irremplaçable, ça a été étudié scientifiquement. La texture grumeleuse résultante de la vie du sol est totalement incomparable avec une texture grumeleuse résultante d'une action mécanique. On ne peut pas remplacer l'action de la vie du sol. Tu ne vas pas te faire des amis auprès des agriculteurs qui... Non, tu sais, on en a parlé parce que... Tiens, tu vois, regarde, voilà. Il est là, lui, ton copain. C'est lui qui va te créer ton futur sol. Là, lui, tu vois, il est là parce que tu as une épaisseur. Tu as créé un habitat avec l'organique. Mais lui, petit à petit, il va tenter d'aller perforer ton sol. Oui. D'accord? Mais si, toi, auparavant, ça, tu l'as déjà un peu amélioré, eh bien ouais, il va te mélanger tout ça beaucoup plus vite parce que la vie, on n'est pas éternel, hélas. Et on n'a pas tous 10 ans à attendre. Enfin, moi, j'ai pas 10 ans, mes enfants, j'ai envie de les nourrir dès aujourd'hui, et même moi. Et voilà, et on a envie d'avoir du sens à ce qu'on fait. Alors, on accepte de prendre du temps, mais on n'a pas tous... Parce que de ne pas travailler le sol, tu y arriveras, quoi, si tu mets de l'épaisseur, mais plutôt que 1 an ou 2 ans, tu vas peut-être prendre 7 ans, 8 ans, 10 ans, c'est ce qu'on dit souvent en permaculture. Et après, tu me dis, voilà, je ne vais pas me faire des copains. Moi, j'ai plein de familles, j'ai plein de belles familles dans l'agriculture. Et je peux te dire qu'ils sont super méritants parce que déjà, ils se remettent vachement en cause. Aujourd'hui, on arrive, je crois, déjà à 30% des champs qui ne se labourent plus. C'est bien ça. Ouais, on ne le dit pas assez, mais je peux te dire qu'ils ont le cul assis sur des chaises, souvent en formation. Et on leur apprend notamment toutes ces techniques de conservation des sols. Positif, ça. Franchement, moi, je suis hyper optimiste pour l'avenir. Alors, je sais que je dérange certains de dire ça, mais j'assume. Dans l'agriculture, encore plus, moi je vois le monde de demain bien vert et je suis certain que notamment les jeunes, tu es encore allé en voir un il n'y a pas longtemps, hein. Ah oui. Ces jeunes-là, ils ont les outils clairement anciens, modernes, et ils vont bouleverser non pas le sol mais nos esprits, j'en suis totalement persuadé. Il le faut de toute façon. Il le faut, ouais, parce qu'il y a des excès comme dans toute époque. Mais après les agriculteurs, voilà, ils sont... bon, hélas, il faut s'endetter pour créer des grosses structures aujourd'hui. Et il faut répondre à des exigences de profit, de rentabilité. Bon, c'est tout un système aussi qu'il faut peut-être revoir. Mais voilà, moi c'est facile de tenir des discours comme ça si tu veux. Quand je fais tout à la main dans mon potager, je ne vais pas dire faites ça dans votre champ qui fait 10 hectares ou 100 hectares. Tu nourris une famille. Je nourris une famille. C'est des populations. Ouais, je vois. C'est des populations. Non, mais par contre, là où je te rejoins, c'est que l'esprit change, même si le système fait que parfois on peut être bloqué. En tout cas, les états d'esprit ont l'air de changer. Ouais, les états d'esprit, les ouvertures d'esprit, l'accès à la connaissance, l'accès à l'expérience. Tu sais, tout ce qu'on partage. Et aujourd'hui, les jeunes voient clairement tout ce qui se fait, sortent des clivages d'une certaine élite. Tu sais, voilà, aujourd'hui, on dispense des discours. Enfin, aujourd'hui, franchement, voilà, on a vraiment accès à tout type de connaissances. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi, tu vois, c'est une chance aussi. On a un accès total à la culture, on a une liberté quand même. Donc, ouais, non, moi, je vois les choses positivement. Il faut qu'on soit conscient aussi de tout ce qui marche dans notre pays, quoi. Et après, voilà, pour en revenir à ton potager, il ne faut pas non plus aussi tout intellectualiser, dans le sens où là, c'est bien pour créer du sol. Tout ça, c'est de l'amendement.
Tu sais ce que c'est de l'amendement? Il y a amendement et engrais. Ouais, alors c'est quoi de l'amendement alors? Je l'ai lu dans ton livre. Ça améliore la texture. Un amendement, en fait, ça se définit. C'est quelque chose en fait qui n'est pas trop concentré en minéraux. Alors ça peut paraître bizarre parce que nos légumes, ils veulent des minéraux. Et là, je te dis, tiens, tu vas amener quelque chose qui n'est pas concentré en minéraux. C'est vraiment même la définition, une des définitions de l'amendement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il contienne moins de 3%, que ce soit d'azote, de phosphore ou de potassium. C'est-à-dire que s'il contient plus de 3% d'azote, on appelle ça un engrais. D'accord? Et un amendement, en fait, c'est quelque chose de très carboné. Et le carbone, lui, c'est ce qui va créer l'humus, c'est ce qui va créer le sol. Donc en fait, un amendement, il faut le voir surtout comme quelque chose créateur de sol, en fait. Et ça, notre planète, elle en a besoin de sol. On a besoin d'un sol durable, d'un sol vivant, par rapport à l'atmosphère, par rapport au carbone notamment. Et après, c'est pour ça que je te dis, il faut faire attention à ne pas trop intellectualiser, c'est que nos légumes, ils ont besoin d'azote, de phosphore, de potassium, d'eau, de lumière. Et un amendement, ça va y répondre dans le sens où petit à petit, ça va se décomposer, ça va amener des minéraux. Mais parfois, alors là je rentre dans un discours, enfin pas dans un discours, mais il faut apporter des nuances. Parfois ce ne sera pas suffisant. Dans le sens où pour décomposer ça justement, il faut de l'azote, les bactéries vont puiser de l'azote, et parfois tu auras eu beau amener des amendements, moi je le vois dans mes messages, si tu savais le nombre de jardiniers qui me disent « Olivier, j'ai amené de la paille et mes légumes, ils tirent la tronche ». Il y a un ratio à respecter. Un ratio ou en tout cas un constat. Des fois, on s'aperçoit qu'on a beau amender le sol, on n'a pas répondu aux exigences nutritives de nos légumes. Donc ça veut dire que ton légume, soit il manque d'eau, l'eau c'est la vie, et le légume c'est la vie, et le légume c'est 90% d'eau. Et je vois plein de jardiniers qui s'épuisent à apporter de la matière organique, mais sans eau il ne se passera rien. Parce que tous les processus de décomposition se font avec de l'air et avec de l'eau. Donc il faut de l'eau, déjà c'est la première chose. Moi je parle souvent d'éponge essorée. Là tu vois aujourd'hui il fait humide et tout. Moi quand je vois ça, c'est le pied pour moi ça. Parce que presque là c'est presque... Ça devrait être comme ça tout le temps limite. Ouais, tu es proche des conditions optimales. Et sitôt que ça s'assèche, dans un potager au naturel j'entends. Hein. Quand tu jardines au naturel, c'est la vie du sol qui fait tout le boulot. La vie a besoin d'eau, donc si tu n'as pas d'eau, ça descend sous terre. Et tes légumes qui, eux, vivent via leurs racines dans les 20 premiers centimètres, tu as tout qui s'arrête. Alors souvent, quand j'entends « moi je jardine sans eau », là, des fois, ça me fait hérisser le poil. Alors, sans arrosage, parce que des fois, la pluie tombe, et là, tu t'éclates. C'est génial, et c'est ce qui se passe dans plein de régions. Hein. Surtout qu'un sol vivant, ça absorbe l'eau. Mais par contre, dans un potager naturel, tu ne peux pas laisser ton sol s'assécher, sinon tu perds de suite de la fertilité. C'est salaud parce que dans un potager artificiel, tu balances des engrais solubles et tu te soustrais complètement du sol en fait. Il y a presque que de l'eau. Il y a de l'eau et des minéraux. Sous perfusion, ce qui fait que même si ton sol s'assèche, tu n'en as rien à faire parce que tes légumes sont sous perfusion. Mais là, chez toi, il n'y a pas de perfusion. Tes légumes vont se nourrir via le sol, via la vie du sol, et si tu le laisses s'assécher, tu le verras de toi-même. Alors je sais qu'il y a d'autres, il y a des gens qui vendent des semences où le légume a été forcé de résister à une sécheresse. Pas loin de chez toi, me semble-t-il. Pas loin de chez moi. Par exemple, Pascal Pot, franchement je le respecte, cet homme, parce que il va... Je dis peut-être parce que j'en suis pas totalement convaincu, mais tu vas peut-être avoir des légumes qui vont avoir une meilleure résistance à un manque d'eau, qui vont faire des meilleures racines, mais ça n'empêche pas que l'eau est essentielle. C'est exactement comme nous si tu veux. Tu peux vivre si tu veux en Afrique ou en Alaska, ton besoin en eau, il ne sera pas différent. Je pense pas qu'un Africain il boive deux fois moins que nous, par exemple. Ah ouais, je pensais que tu parlais par rapport au... Je te parle de l'acclimatation. C'est pour ça. Ce que je te dire, c'est qu'une plante a beau être acclimatée via sa génétique, via ses graines, il n'en reste pas moins qu'elle aura un besoin en eau
qui restera à mon sens à 90-95% le même. Il faut de l'eau dans le sol. Donc vraiment, le premier conseil que je te donne, c'est d'essayer que ton sol... Alors après c'est compliqué parce que dans une zone dans une zone aride... On a du mal à y croire aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que... Mais dans l'idéal, il faudrait presque arroser le sol plus que nos plants de légumes. Tu vois, il faudrait que tout le sol continue de fonctionner pour que toute la fertilité biologique soit efficace et aille à nos plants de légumes. Souvent, les gens me disent combien il faut arroser mon plant. Moi, je raisonne plus par le sol. C'est difficile, ça, ces questions. Ben ouais, parce que les gens, je te dis, souvent, il y a des constats. Comme on intellectualise beaucoup le potager, des fois, on oublie les bases. Et les bases, c'est l'eau. Et après, c'est pour ça que j'en reviens à cette notion d'amendement, c'est que parfois, les amendements ne vont pas suffire. Et là, il faut que tu répondes aux besoins en minéraux de tes légumes. Et les besoins en minéraux de tes légumes, ça va être de l'azote, du phosphore, du potassium. Comment on améliore ça? Et bien ça, tu peux y répondre. Alors, le phosphore et le potassium dans un sol vivant, souvent tu l'as largement, ça répond. Tu le trouves naturellement dans le sol, parce que la vie du sol émet très rapidement, je pense au fumier par exemple. Dès que tu en apportes, la première année, tu as pratiquement 100% du potassium et du phosphore qui se minéralisent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est accessible par tes légumes. Excellent. D'accord? Donc du coup, c'est très rare que tu en manques. Un amendement, il va répondre, même si c'est un amendement, c'est peu concentré en minéraux, tu te souviens de la formule, moins de 3%. Mais l'avantage, c'est que tu en amènes des kilos. Et au final, même si tu as une toute petite proportion, tu vas répondre à tes légumes. Mais après, l'azote, lui, il est beaucoup plus capricieux dans un potager parce que, je te prends l'exemple du compost végétal que j'amène chez moi. Moi, une année, je me souviens, la première année que j'en mettais, je me disais, ouais, tiens, il comprend, je ne sais plus combien c'était 3% d'azote. Je dis ça, il va nourrir mes plants et tout. Et puis, et après, dans ma quête de connaissances, et en fait, je me rends compte que 1 à 5% de l'azote est disponible la première année. Seulement? Ouais, parce que c'est de l'azote qui est très complexe, ce sont des molécules qui sont très Excuse-moi, c'était une pierre, je croyais que c'était un bout de terre. J'ai eu peur, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est? Non, en fait, tout ça pour te dire que ça explique en fait que du coup, tu vois, il n'y aura pas assez d'azote la première année, parce que c'est de l'azote organique et nos légumes, c'est un peu de la chimie, mais en gros, tu as de l'azote organique, minéral. Il faut passer par la vie du sol pour que nos légumes puissent bouffer de l'azote. Et donc en gros, quand tu apportes un fumier par exemple, tu vas avoir entre 20 et 30% à peine de l'azote qui va être disponible la première année. D'accord. Ce qui veut dire que si tu l'apportes 2 mois avant, et c'est le cas, je vois plein de jardiniers qui me disent j'ai apporté du fumier et ça tire la tronche. Parce que tu as apporté un amendement qui va faire du bien à ton sol, qui va construire du sol, qui va être constructeur de sol. Mais toi, tu es jardinier. Et bon, c'est bien beau de construire du sol, de la vie du sol. C'est vrai qu'à long terme, ça va payer, mais des fois, à court terme, tu vas te retrouver en galère. Et c'est là où tu peux faire rentrer en jeu les engrais. Alors les engrais, attention, tu as les engrais de synthèse qu'on utilise chez nos copains tout à l'heure, où là on utilise du pétrole, on fait des... Bon, on va s'en passer. Donc tu as les vrais, et les vrais, tu as des poules. D'accord. Tu as leurs fientes, c'est des bombes à azote, c'est de l'engrais. Tu prends tes fientes, tu les laisses sécher, tu en fais de la poudre. C'est important de les laisser sécher? Ouais, c'est important. Tu vas un peu les déconcentrer après en les mettant dans l'eau, tu vois, ça va faire de la poudre plutôt que de balancer une fiente toute humide. S'il pleut, trop puissante aussi si c'est... Après tu le dilues, tu peux mettre ça, tu mets de la poudre dans un... Il faut au moins le diluer fois 20, fois 30. Hein. Et ça te fait en fait le truc que tu achètes à 10 € dans le commerce, tu l'as gratuit, tu vois. Tu peux, ton urine, alors aujourd'hui c'est un peu tabou parce qu'on est dans une société très aseptisée, mais tu fais pipi dans une bouteille, tu le dilues fois 20. Ouais. Et c'est une bombe aussi à azote. Et c'est de l'azote, alors l'urée c'est organique, mais par contre c'est très vite cassé par la vie du sol et ça se minéralise en quelques jours. C'est bien ou pas ça? C'est bien. Alors, c'est moins bien pour le sol parce que tu ne vas pas créer du sol.
n'as pas de carbone, tu n'as pas de structure carbonée, donc tu ne crées pas de sol. Mais moi, je suis pas créateur, enfin, je suis créateur de sol, mais je suis aussi jardinier. Donc là, tu es dans le rôle jardinier, tu vas répondre aux besoins de tes légumes. Donc tu as les fientes de poule, tu as le sang desséché, tu as la corne broyée. Alors, désolé pour les véganes, hein, c'est vrai que tout ça, ce sont des restes de matière animale, mais c'est du recyclage, c'est du naturel, c'est de l'organique, c'est du biologique, c'est tout ce que tu veux. C'est vraiment de la matière saine, quoi. C'est pas quelque chose de recréé artificiellement. Tu l'as sans matière animale, enfin un autre exemple de quelque chose qui apporte aussi. Ben, on est beaucoup dans les guanos, dans les poudres d'os. Tout ça, mais c'est vrai que ça reste. Ouais, on est beaucoup dans des guanos, dans des fientes. Je sais que j'ai des copains là qui font ça à un peu plus grande échelle. Ils achètent des sacs de 25 kg de fientes de poule déshydratées. Et ça subvient à des besoins ponctuels d'azote, sachant qu'ils font comme toi. Ils sont vachement dans l'amendement. Ils apportent de la matière organique, ils créent du sol vivant. Mais malgré ça, si tu veux, parfois, et aujourd'hui, on connaît 2-3% de notre sol comme notre cerveau. Hein. Un sol, c'est la plus belle merveille du monde. On peut écouter tous les experts. Quoi qu'il en soit, leur connaissance vient d'une méconnaissance. Et puis après, on s'attaque aux champignons. Ouais, d'accord. Donc, quoi qu'il en soit, des fois, voilà, tu as un constat que tu as beau créer des conditions optimales, tu as parfois des carences. Et c'est souvent une carence azotée. D'autant plus quand on jardine au naturel, parce que des fois, la vie du sol, elle bouffe de l'azote pour décomposer tes amendements. Donc des fois, tu peux... Moi, je sais que mon combo, j'appelle ça le combo gagnant. Et je l'ai écrit dans mon livre. Ouais, j'appelle ça... C'est amendement naturel plus engrais azoté naturel, parfois. Je le vois au constat. Et franchement, c'est de la bombe parce que je crée du sol. Et parce que je réponds aussi à des besoins parfois conséquents en azote de mes légumes. Et tout ça, et je rajoute aussi quelque chose de super important, c'est que un engrais organique, que ce soit du guano, tes fientes de poule, du pipi, de la corne broyée, du sang desséché, les toilettes sèches. Les toilettes sèches, tu commences à arriver à l'amendement parce que tu mets de la litière avec, non ? Ouais, bah oui. Donc tu mélanges de l'engrais, de la paille, donc tu es sur un amendement. Tu n'es pas trop concentré en minéraux. Mais un engrais est extrêmement bonifié par tes pratiques de sol vivant. Eh oui. Parce que tu balances un engrais sur une route, par exemple, c'est un sol comme un autre, il ne va rien se passer parce que la vie du sol ne va pas l'attaquer, le décomposer, le minéraliser. C'est pour ça qu'on utilise... C'est pour ça qu'on n'utilise pas trop aussi les engrais dans l'agriculture intensive, parce que ça dépend du sol. Et le sol, on le méconnaît beaucoup, et que les profits, on veut tout connaître à l'avance, si tu veux. Alors qu'un engrais de synthèse, on connaît déjà le résultat. lui, il est soluble, on n'a pas besoin de la vie du sol, et on sait que si j'injecte tant, je vais donner tant aux légumes parce que je me soustrais du sol. Par contre, un engrais organique, d'un potager à l'autre, n'aura pas du tout la même efficacité. Et l'idéal chez toi, c'est de créer un sol adulte. Souviens-toi, l'estomac, tu vas créer un estomac. Tu vas lui donner le moindre engrais. Il va te digérer, te créer tout ça de l'humus, des minéraux, et tes légumes vont exploser. Donc, et en fait, on va dire, la quête des jardiniers modernes, j'ai envie de dire, c'est en tout cas la mienne. Je vais faire un peu preuve d'égoïsme, c'est mon expérience, c'est essayer de créer à la fois du sol, parce que c'est tellement quelque chose de magique, et de créer un sol durable et fertile, quoi. Et vivant. Et vivant. Mais ça passe par la fertilité biologique, en fait. Parce que tu as 3 fertilités. La fertilité physique, tu vas créer une belle texture, ça va respirer. La fertilité biologique, tu vas créer de la vie. Tu l'as vu là avec ton ver de terre, tu rentres là-dedans. Et de cette fertilité biologique, physique, va amener une fertilité chimique, mais une fertilité chimique naturelle. Tu vas te soustraire de tous ces engrais fabriqués, et ils vont être naturellement, fabriqués par la vie du sol. Alors après, dans l'idéal, ça arrive dans des contextes,
n'as pas besoin d'engrais, tu fais qu'avec les amendements. La vie du sol bosse tellement bien qu'elle arrive, si tu veux, il y a tellement de gens, c'est tellement foisonnant que ça meurt. Enfin, ça vit, ça chie, ça meurt. Et si tu veux, tout ça, ça libère de l'azote. C'est ça le cercle en fait dans lequel il faut C'est rentrer. le cercle vertueux, mais qui n'est pas aussi, comment dire, c'est pas tout le temps le cas. Il faut pas l'idéaliser, c'est pas idéal à tout contexte. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi des clés de fertilité naturelles que sont les engrais, d'accord, en complément des amendements, et qui permettent vraiment de faire, je répète cette expression, de combo gagnant. J'aime bien, mais tu vois, tu l'avais mis dans le livre. Peut-être, ouais, en tout cas. Le super combo En gagnant. tout cas, moi je t'avoue que là encore, ce printemps, moi je suis le premier à faire des apports carbonés, donc des amendements. J'ai du broyat, je vais même au cul des remorques à la déchetterie, Oui, ça, je récupère les broyats de haies, les composts végétaux. Parce qu'avant le compost végétal, tu as le broyat végétal. On a une machine, nous, dans notre village, il broie tous les tailles. C'est un broyeur municipal. c'est à disposition pour les. Non, c'est fait à la déchetterie même. Ah, c'est top ça. Ouais. Et moi, je vais récupérer ce broyat en fait. Et c'est du bois en pagaille. Mais le bois, c'est du carbone. Donc, carbone, c'est bon pour la terre, c'est bon pour le sol. Même s'il y a du tuya, ce qu'on appelle le béton. Ouais, moi, ça, je m'en fous. Je joue la Ah ouais. diversité. Ouais, franchement, moi, j'ai un maître mot dans ma vie. La diversité. Je trouve que tout équilibre et toute fertilité se fait par la diversité. Et du coup, quand je remue, alors on me dit ouais mais laisse-le en paillage, mais moi je suis tellement trifouilleur de sol et tout que tout s'enfouit et tout, donc j'ai du bois dans le sol. J'ai du bois dans le sol et du coup, clairement à des moments, je crée une fin d'azote. D'accord. J'ai tellement de bois, Eh oui. il faut que la vie du sol se démultiplie pour digérer ça. Ouais. Donc parfois ça m'arrive, je prends une poignée de sang desséché. Alors il y en a qui vont le faire avec du pipi, il y en a qui vont le faire, ça m'arrive aussi de le faire avec mon urine. Il y en a qui vont le faire avec des fientes de poule, il y en a qui vont, je connais même, il y en a qui trouvent ça dégoûtant, mais j'ai une copine, Amandine, elle fait avec le sang de ses règles. D'accord. Ouais, pour te dire, mais Ça me gêne pas, elle alors. est tellement dans une philosophie de recycle. Elle voit son potager, elle est dans du zéro déchet et tout. Et si tu veux, pour elle, c'est pas écœurant, c'est une ressource. Il y a du fer dans le sang. Il y a du fer et il y a de l'azote. Si tu veux, les matières organiques, plus c'est liquide, plus c'est azoté en fait. Donc en fait, les matières les plus azotées, c'est urine et sang. Avec ça, tu fertilises n'importe quel légume. Par contre, on est d'accord, tu ne crées pas de sol, quoi. Tu balances du minéral. Tu es un peu comme, tu n'es pas loin de la chimie en fait. Tu réponds, tu es un peu là à la perfusion. Donc, Tu nourris mais tu n'amendes pas. c'est ça. Tu nourris, c'est bien, mais j'aurais pas besoin de venir 2 fois. Hein. Oh, arrête. Non, mais c'est ça, tu nourris, mais tu ne crées pas, tu n'as pas de carbone, d'accord? Et c'est cette notion de tu ne crées pas de sol. Donc tu es vraiment sur du court terme. Et après tu montes, tu as les composts, tu as le foin, tu as les pailles, tu as de la sciure, tu montes dans une échelle carbonée, quoi. Tu as l'herbe, plus tu rentres sur quelque chose de sec, de pailleux, de consistant, plus tu es sur quelque chose de carboné. Mais moi je me souviens une année, hein, les premières années j'avais lu les écoles, il y a Schreiber et tout, c'est des écoles du carbone. Les gars ils te disent, et à juste titre, hein, ils te disent vous balancez du carbone sur un sol, tu vois, regarde là je vois ton broyat, voilà, là. Alors fais gaffe, il y a aussi de la toilette sèche dessous. Ben justement, ça va, c'est Ah, c'est pas mal, hein. Donc là, tu es sur du carbone, là tu vas créer du sol, d'accord, mais tu l'équilibres quand même avec des matières, Dessous, ouais. plus humides. Fais Donc, gaffe, hein, fais gaffe. cette- C'est frais ça. cette notion de diversité, Ouais. tu me fais rire. Hein. Mais si tu veux, mais par contre, si tu mets que du bois, ça va être chaud, quoi. Moi, je me souviens, je l'avais fait une année sur mon sol mort. En fait, voilà, dans ma tête, c'est comme si tu donnais un steak haché à un bébé de 8 mois. Trop. Mais il ne peut rien faire, parce qu'il n'a pas l'estomac, il n'a pas les dents, et donc il est affamé, et ta nourriture, et le steak haché, qu'est-ce qu'il devient? Il pourrit, il améliore en rien le bébé. Donc si tu veux, je le vois comme ça en fait. Alors c'est fou ce que tu dis parce que on en a parlé tout à l'heure. Ouais.
tu partages pas beaucoup tes échecs et ça fait plaisir. Même Olivier Ouais, c'est fait vrai. des échecs. Mais bien Ah, des sûr, erreurs. mais bien sûr. Bah, après, parce que je te parle de ça, c'est une époque où j'avais même pas la chaîne en fait. C'était, tu vois, moi j'ai fait la chaîne une fois que. Ah oui, genre, c'est bon, je mettrai ça. Non, c'était des années. Voilà, il y a des années et des années de. Évidemment, on passe tous par des galères et tu fais bien de relever ça. C'est que on voit dans les messages, les gens ont l'impression que tout marche et c'est vrai que. Mais ça, après, c'est sur le rôle aussi de créateur de contenu, quoi. Des fois, on oublie de montrer nos galères, alors que évidemment, même encore aujourd'hui, il y a des légumes qui ne poussent pas, alors que on pense bien. Mais souvent, je te dis, moi, c'est souvent dû au fait que j'ai des amendements qui ne suffisent pas, parce que j'ai encore des parcelles qui sont. J'ai pas pu tout amender dès le départ, moi. On n'a pas tous le temps, les ressources pour amender. Donc, ce que je constate, c'est que clairement, les parcelles les plus anciennes sont les plus performantes, parce que le sol, après tout ce qu'on a vu, tu vois, devient de plus en plus adulte. Mhm. Mais il y en a d'autres jeunes. Je sais que si je balance ça dessus, il ne se passera, mais absolument, il n'y aura absolument aucune amélioration dessous, parce que l'un n'a pas pu faire bonifier l'autre, quoi. Et ça fait combien de temps que tu prépares ton terrain? Ça fait combien de Le dernier, c'est la 6e année. Tu vois, c'est pas. Ah ouais, quand même. Mais je peux te. Voilà, après, c'est pour ça que. Après, j'ai eu d'autres potagers, j'ai eu des potagers collectifs, j'ai eu un potager dans mon ancienne maison. J'en ai fait des tonnes d'expérience, j'en ai rencontré des tas de jardiniers. Je suis, vas-y. Et Je vais te prendre avec la vue derrière. Les gens, ils y croiront pas. Il y a Olivier à l'archipel. ouais, non, je te dis, j'en ai vu des milliers d'expériences et c'est vrai que tu te rends compte que chaque jardinier a un sol de départ. C'est un peu le reproche que je fais d'ailleurs dans les théories de sol vivant, tu vois, c'est que je trouve que des fois, on ne parle pas assez du constat de départ. C'est que, tu vois, je discutais encore avec Didier, je ne sais pas si tu connais le potager du paresseux. Ouais. Ben lui, il te jure que par le foin. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que le foin, c'est un amendement. Donc tu vois, là, on n'est pas sur l'engrais, on est sur un amendement. Donc c'est quand même quelque chose qui va avoir besoin du sol d'en dessous pour être décomposé, humifié, minéralisé. Après le foin, c'est beaucoup moins carboné que le bois. C'est quand même plus tendre, il y a quand même plus d'azote. Donc déjà, on a quand même la donne de départ qui est déjà un peu facilitée, d'accord? On a un peu moins besoin du sol. Mais bon, c'est quand même un amendement. Et donc, lui, il t'explique que ça fait des miracles chez lui. Puis après, je discute avec Maud, elle, c'est le potager d'Alequil, le jardin d'Alequil. Elle me dit, mais chez moi, le foin, mon gars, mais c'est une catastrophe. Parce que son sol est hydromorphe, parce que... Elle me dit, si je mets du foin, ça fait une colle en dessous. Il n'y a pas la liaison organique minérale. Le sol de départ, chez Maud, n'est pas capable de digérer le foin qui pourtant n'est pas la matière la plus exigeante. Il n'y a pas de recette miracle, tu es en train de dire. Il y en a, C'est l'observation. l'eau, Ah oui. les minéraux, l'air, l'oxygène. Nous, regarde, là, moi, si je vis, c'est que je vis. C'est que j'ai une lumière qui me donne de l'énergie. C'est qu'on a mangé tout à l'heure. C'est que j'ai bu aujourd'hui. Et ça, c'est des clés que, quel que soit le contexte, il les faut. Et là, c'est pareil pour tes minéraux, il ne faut jamais les oublier, tu vois. Et après, ben, on a un cerveau, on intellectualise plusieurs choses, on a plusieurs façons de fabriquer notre nourriture, on a plusieurs façons de se nourrir, on a plusieurs façons de s'hydrater. Tu vois, c'est pareil. C'est là, on aimerait mieux faire, mieux faire, mieux faire. Et on le voit pareil pour notre potager. Mais c'est vrai, tu as raison. Il y a beaucoup de choses où il n'y a pas, on ne peut pas crier des vérités toutes faites. Notamment sur sol vivant où on est dans quelque chose d'assez exigeant. Hein. Au potager, on veut vraiment quelque chose de naturel et la nature, c'est à la fois facile et bouleversant, quoi. C'est un monde qui nous domine un peu complètement, quoi. On ne se sent pas grand-chose. Mais c'est ça qui est passionnant. Hein, on parlait tout à l'heure de la différence entre effrayant et passionnant. Eh ben, tu l'as placé, ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai que c'est vrai. Et c'est vrai que Moi, je vois ça comme passionnant. moi, je reprends ce que tu as dit tout à l'heure. Tu sais, on dit c'est l'œuf ou la poule. Ouais. Est-ce que c'est un... Parce que je trouve qu'il y a... Même par rapport à toi, il y a des gens qui disent wow, Olivier, il fait ça, il fait ça. Est-ce que toi, dans ton jardin, tu penses que tu as bien accompagné la nature? Tu as été un facilitateur? Tu as été un bon communicant? J'ai compris ce que tu veux, je te renvoie ce que tu...
pour toi, c'est quoi la vision principale qui fait pour toi que ça marche? Alors il y a un truc qu'on a tous, tu vois, c'est nos 5 sens. Notamment le toucher, l'odeur, Et là, l'odeur par rapport au tact, l'odorat. Ouais, mais et tu rigoles, ça sent bon. Hein. mais de suite, mon ressenti me donne déjà une vérité. Même toi, quand je te vois, j'ai un ressenti. Et T'as failli repartir. T'imagines, les gars? Excuse-moi, je te coupe. Mais... quelque part, ça te donne déjà une indication. Je dis souvent aux gens, qu'est-ce que vous ressentez? Déjà, souvent, comment dire, on cherche une réponse ailleurs parce qu'on n'a pas trop confiance, mais faut malgré tout. Alors, dans mon potager, j'ai déjà un ressenti. Quand je pose la main sur le sol, je crois aussi beaucoup aux énergies. Hein. Alors ça, on rentre peut-être dans un côté spirituel, mais je suis convaincu que quand on a affaire à un monde vivant, avec un monde vivant qu'on est nous, il y a forcément une communication énergétique. Enfin, Non, mais même regarde Olivier, j'en profite, tu es juste derrière. Là, tu parles derrière une éolienne. La personne qui me dit qu'il ne croit pas aux énergies invisibles, le vent est invisible. ouais, tout à fait, tout à fait, Excuse-moi, hein. tout à fait. Non, mais tu C'est juste as tout à fait. derrière Et après, là où voilà, je pense que j'accompagne, c'est simplement que je vois mon sol comme il était avant. Et c'est marrant parce que j'en parle dans une prochaine vidéo. J'ai vraiment un sol, je tape au piolet, c'est une vraie caillasse. C'est complètement, pour moi, en fait, c'est mort, c'est sans vie, c'est inerte, hein, il n'y a pas d'eau, tu vois, c'est mon sol de départ. Et je vais juste 3 mètres à côté, je rentre dans mon potager, je soulève le paillage, et là, c'est vivant, c'est humide. Ça sent bon. C'est un mélange de tous les apports organiques d'années et d'années, mélangés avec le sol d'en dessous, mélangés avec les composts, mélangés avec le grossier, des apports grossiers pour nourrir la vie du sol. Et là, j'ose avoir la prétention, parce que ouais, je ne sais pas comment dire, parce qu'on est obligé de tout le temps, la nature nous remet tout le temps quand même à niveau, mais j'ose imaginer que je fais peut-être un pas dans une bonne direction. Vers la vie. Si tu compares les deux sols, entre celui qui est vivant et celui inerte, tu l'as dit tout à l'heure, Ouais, il y a quand même la vie, tu la ressens tout de suite. ouais, vers la vie, ouais, plus que ça même, vers un genre de symbiose. Et il y a une quête de sens aussi. Et ça qui est... ah ouais, parce que toi tu le connais, puis même je suis sûr plein de gens qui regardent, on va tous chercher dans le potager aussi quelque chose d'essentiel. Et dans essentiel, il y a sens. Ah oui. Bah ouais. Et moi, encore une fois, quand je pose la main sur ce sol, et en plus que tu vois ces légumes qui sortent, hein, il y a, excuse-moi la vulgarité, mais il y a une putain d'existence et une prise de sens qui... Et bizarrement, hein, je prends cette... là, c'est humide, mais quand je prends cette terre de compacte et morte là, qui me fait rien du tout, tu vois, je me sens au contraire... à l'image de ça, en fait, tu te sens mort autant que le sol que tu as dans la main. Et à l'inverse, autant tu prends ce sol en vie, et autant toi, tu as autant en vie, en fait. C'est fou, hein. Je me suis posé la même question, enfin j'ai fait le même rapprochement. Il y a une corrélation. Bah, quand tu as un sol, donc un très bon sol, tu l'ouvres, il s'ouvre à toi, tu peux voir ce qu'il y a dedans. Quand c'est une pierre, tu ne peux pas voir dedans. Il ne te montre pas, allez, pour faire une belle image, son cœur, il ne te montre pas son intérieur. Que quand tu as quelque chose qui est en poudre, je sais pas comment, comme de la semoule un peu, et ben là tu peux rentrer dedans, tu vois la vie. Ouais. Que quand c'est comme une pierre, il faut taper dedans. Je te rejoins complètement. Alors après, d'où ça vient, moi je suis convaincu qu'on a un rapport à la terre là, dont on s'est éloigné et je le vois, c'est la chance d'avoir cette chaîne, hein, franchement, tu vois à quel point les gens prennent sens à... Tu es au travail, même nous, hein, on est au boulot à créer du contenu autour de notre passion et hop, sitôt qu'on va au potager, il y a comme un ressourcement qui se fait et de le faire, voilà, je pense que tu me disais, est-ce que tu penses être dans le vrai? Je le vois déjà sur moi, le bonheur essentiel, et essentiel vraiment dans le sens que ça m'apporte. Et dans ce sens-là, je peux que dire que je pense être dans la bonne direction. Après,
Encore l'été dernier, j'en ai chié parce qu'il n'a pas plu, parce que je suis le premier fervent défenseur de la nécessité de l'eau et c'est la chose sur laquelle j'essaie de travailler le plus en ce moment. T'en collectes? J'en collecte, mais si tu veux, il en faut tellement, je trouve, pour un sol vivant. Tu sais, l'eau, quand il pleut pas, quand il fait 30 degrés, quand il fait du vent, le moindre mètre carré, ça peut te bouffer 20 litres à la journée. Alors si tu multiplies sur 100 mètres carrés, ça te fait 2 mètres cubes à la journée. Ouais, ouais. Et dans ce cas-là, la collecte, elle n'a plus trop de sens, ou alors il te faut un étang. T'imagines pendant 60 jours? Parce que des fois, pendant 2 mois, on n'a pas de... C'est ça. Et là, c'est là où des fois, je ne me fais pas des amis, parce que on me dit, mais ouais, mais pourquoi tu collectes pas et tout? Parce que pour moi, la collecte, ça ne suffit pas, si tu veux. Donc il faut la juxtaposer avec du paillage, voire même avec une troisième solution d'ombrage, pour vraiment diminuer au maximum ce besoin en eau, parce que ce 20 litres par jour, tu peux le diminuer à 2 litres, si vraiment tu arrives à limiter toute l'évaporation, en fait. Ce qu'on appelle même les... Ouais, c'est ce qu'on appelle... Ouais, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Si tu veux, quand tu amènes 10 litres d'eau sur un sol nu et sur un sol mort, l'eau va rester en surface et elle va disparaître. Regarde un linge, on l'a tous fait, un linge que tu mets à sécher quand il fait 30 degrés, qui fait du vent, tu reviens, mais vraiment 1 heure après, le truc il est sec, mais même des fois, je me revois le maillot de bain, tu le mets à sécher en plein été, 10 minutes après, ton truc il est sec. Et je ne sais pas combien de flotte tu as dans ton maillot quand tu le mets, mais il y a 200-300 millilitres. Donc imagine, sur 20 litres, en une journée, tu peux avoir 90% de la flotte que tu apportes ou qui est tombée du ciel qui se barre. Donc si tu rajoutes un paillage, là aussi l'épaisseur est importante, 20 cm. Si tu rajoutes un sol vivant, les vers de terre, les macro-organismes, champignons, les galeries, la flotte va descendre. Si tu rajoutes, troisième solution idéale sur laquelle je travaille, un ombrage, tu divises mais drastiquement ton besoin en eau, chaque goutte d'eau est optimisée. Là je le vois, je te prends un exemple, on a de la flotte qui est tombée il y a 30 jours et je suis allé faire l'essai sous mon paillage, j'ai toute l'eau encore qui est dans le sol parce que elle n'a pas ruisselé, elle a été imbibée par le sol vivant. Comme une éponge essorée. Pardon, je t'ai peut-être un peu devancé. Tu es un très bon élève. Ouais. Donc toute l'eau a été absorbée et a été protégée par le paillage. Alors qu'à côté, sur le sol mort, ça fait 15 jours qu'il n'y a déjà plus rien, quoi. Et tout ça fait que tu peux, même dans des conditions les plus hostiles, et c'est pour ça que je te redis que tu y arriveras, tu auras un potager oasis, parce que si tu as conscience de cette gestion de l'eau, je pense qu'après, parce qu'après c'est pareil, tu vois, on parlait du sol mort là, même le sol le plus mort, avec un bon taux d'humidité, tu peux arriver rapidement à le rendre vivant, quoi. Mais ouais, l'eau, et ça aussi c'est une erreur que j'ai fait les premières années, quoi. Ah, quand j'ai lu les premiers trucs de permaculture, il faut surtout pas arroser, il faut bien pailler, mais l'eau c'était tabou. Tu voyais quelqu'un arroser, c'est qu'il avait raté. Ouais, tout à fait. Et je sais que je me souviens, j'avais un potager associatif. Il y a combien de temps là C'était il y a presque 10 ans. Déjà. Ouais. Et ce que je me souviens qui m'avait marqué, c'est que donc j'étais le seul à pas arroser parce que je faisais de la permaculture. À l'époque, j'utilisais beaucoup ce mot-là. Je paillais. Ouais. Et puis même moi, dans ma quête de sens, je me raccrochais beaucoup à ce mouvement-là, quoi. Il fallait se raccrocher à quelque chose, quoi. Et la permaculture, je m'y raccroche toujours beaucoup, mais je cherche moins à copier ce modèle-là. Et donc j'étais à côté de plein de parcelles de voisins qui, eux, irriguaient. En plus, on avait un accès, ce qu'on appelle au Baronne, c'est de l'eau qui coûte vraiment rien du tout. Et il y avait des oasis, quoi, tout à côté de moi, les légumes. Et moi, honnêtement, c'était un fiasco, quoi. Ah ouais. Alors ça me faisait... Premier échec. Oh, c'était pas le premier. C'était pas en fait, c'est même pas, tu vois, on appelle ça des échecs. Je sais que tu dis échec, mais tu sais que c'est de l'apprentissage parce que tu apprends tellement, quoi. Et j'étais d'autant plus dégoûté que j'avais fait tous ces boulots-là, j'avais apporté des matières organiques. Je me souviens, j'allais tondre dans le fossé à côté,
j'allais sur le bord de la route, je ramenais les bacs sur mes parcelles, j'étais à l'affût de la moindre matière. Et il manquait en fait une seule chose à tout ça, c'était l'eau, quoi. Parce qu'il n'y avait aucun mécanisme de fertilité qui se mettait en place, parce que tout ça était sec. Le sol était sec, le paillage était sec, il ne se passait rien. J'en profite, regarde juste derrière toi, j'ai acheté hier une cuve parce qu'on a eu nos. Regarde juste derrière la serre. Des fois j'ai ma sœur qui est remplie d'eau et je vais transvaser et je m'en aperçois, t'imagines, ça va faire dans quelques mois la 3e année, je vais rentrer dans la 3e année et je pensais que mon puits plus mes différentes petites cuves, là j'ai acheté celle-là et je sais que dans 15 jours je vais en racheter et que j'en veux 5 voire 10 comme ça partout. Je veux des petits oasis. C'est ça. Les cuves de récupération, moi je te le dis en toute honnêteté, je ne suis pas admiratif de ce système parce que c'est vrai qu'il y a un gros côté positif, c'est que tu récupères de l'eau de pluie et rien ne remplace l'eau de pluie, puis c'est une ressource naturelle. Mais après, dans des conditions très rudes de sécheresse, il te faut tellement d'eau. Et si tu veux, moi l'eau, j'ai un compteur séparé à la maison, c'est même pas... c'est 1,50 € le mètre cube. C'est pareil entre le jardin et la maison? Ouais. Pour avoir une notion de ce que tu dépenses? Ouais, c'est oui, génial. mais en plus je paie moins cher. C'est un compteur. Ouais, alors ça existe moins aujourd'hui. Bien ce conseil. Attends, alors là, moi t'en donnes beaucoup, mais. Ouais. Ça s'appelle un compteur vert ou un compteur de jardin et apparemment ça se fait moins. C'est dommage parce qu'il y a eu des abus en fait. Mais en fait, si tu veux, comme l'eau est destinée à la terre et non pas aux égouts, je ne paie pas toute la partie de recyclage des eaux usées. Ouais. Et du coup, la facture, elle est à 1,30, 1,40 le mètre cube. Au lieu de, ça fait au lieu de 3 €. Ah oui, d'accord. Et ouais. Ah, c'est du simple au double. Ouais, mais après, donc tu vois, ta cuve, elle fait combien? Celle-là, c'est une petite, elle fait 500. Donc 500 litres en valeur d'eau du réseau, chez moi, ça te fait 70 centimes, tu vois. Mais moi, c'est pas pour l'argent, c'est que, rappelle-toi, ici, j'ai pas de réseau. Oui, tout à fait. Donc toi, c'est vraiment vital. Mais si tu veux, par rapport à des millions de gens qui vont dépenser 100, 200, 300 €, c'est un business des cuves qui est, en France, qui est conséquent. Alors, tu as des bons plans sur le Bon Coin, tout ça, tu as des cuves à 20 €, 30 €. Mais ce que je veux te dire, c'est que chez moi, une cuve de récupération, dans ma tête, c'est l'équivalent de 70 centimes d'eau. Et je préfère la distribuer du réseau. Là, c'est pareil, je sais que c'est un discours qui mérite, qui peut être contredit. Mais commentaire qui n'hésite pas à les voilà, c'est ça. Mais en France, il n'y a pas spécialement de pénurie d'eau. Même, tu vois, l'eau, elle est quand même, c'est un cycle naturel. Elle est potabilisée assez facilement. Même dans les grosses périodes de sécheresse, moi, je vois dans mon village, les ronds-points et tout, ils continuent d'être. Ah ouais. Donc en plus, toi, t'es sud-sud. Hein. Ouais. Et les stades de foot, tout ça. Bon, il y a des priorités qui restent. Bon. On nous vend aussi une pénurie d'eau, si tu veux. Bon, enfin, je ne veux pas me culpabiliser. Les plus grosses sécheresses, ça m'est arrivé pour tenir l'année. J'avais encore des paillages qui n'étaient pas à la hauteur. Je montais jusqu'à 30, 40, voire 50 mètres cubes sur une saison entière. Donc ça en fait des cuves, tu vois. Ouais. Mais quand tu n'as pas de pluie pendant 100 jours, c'est ce qui s'est passé sur les étés les plus rudes. Quand tu as 30 degrés, quand tu as du soleil. Mon ambition, c'est de tomber, j'aimerais tomber à 10, 20 mètres cubes. Mais il faut aussi dire aux gens, enfin, même si ça paraît grand dans tes vidéos, t'as pas un si grand terrain que ça, me semble-t-il. Ouais, j'ai 150 mètres carrés cultivés et quand il fait vraiment un temps horrible de sécheresse et quand on a comme moi une vraie sensibilité à avoir un sol vivant et que tu sais que chaque degré, que chaque jour qui passe, si tu manques... ça grignote. Ben ouais, et puis ça descend plus bas. Et tu perds, vraiment tu le sens, ton potager s'arrête parce que je le répète, mais d'avoir un potager naturel, c'est plus compliqué que d'avoir un potager artificiel. Ça, il faut quand même en prendre conscience. Et ça met plus de temps. Et surtout, on passe par la vie du sol. On passe par le sol. Et que si tu laisses ton sol s'assécher, mourir, tout le processus de fertilité va partir. Alors moi, je préfère payer 50 € si tu veux sur l'année ou en tout cas sur la saison et récolter 500 kg de légumes, c'est ce que j'ai. Et puis pour tout le reste, quoi. Mais l'eau, c'est un sujet très sensible. C'est un sujet très sensible. Moi, je suis admiratif. C'est vrai que toi, tu es sorti du réseau. C'est toi là qui me donne des leçons. Ouais, mais enfin, moi, je produis très peu à côté de toi. Même je suis en plein début. Ouais, mais tu vas arriver à corréler ces deux solutions. Mais c'est vrai que
je vois beaucoup de gens qui me disent on s'est installé, on n'a pas fait gaffe à l'eau. Tu vois, même Damien, notre mentor à tous, on va dire, il est monté en Corrèze. Je pense aussi, sa priorité, c'était d'avoir cette source d'eau parce qu'il a compris que dans le Var, la première sacrée galère, c'est que même si tu pailles conséquemment, même si tu as un sol vivant, tu vas tenir 15 jours, 3 semaines, même un mois, et c'est déjà extraordinaire. Il y aura toujours des séquelles au bout. Ouais, mais c'est déjà fabuleux. Tu te rends compte, tu tiens un mois, alors que ton maraîcher à côté, dès le lendemain, il est mort lui. Hein. Toi, tu vas tenir un mois, et le deuxième mois, tu le vois, ton potager, il commence à... Et là, tu es obligé d'ouvrir un peu le robinet. Et ça va vite, parce que donc, il faut... pour bien imbiber un sol, il faut 20 litres par mètre carré. Donc, c'est de suite 1 mètre cube sur 100 mètres carrés, voire 2. Et si tu le répètes tous les 5-10 jours, ben, au bout de 2 mois, tu y passes une piscine. Mais ouais, ça va vite. Après, tu sais, bon. L'eau, on en parle beaucoup. La dernière fois, je suis allé voir Rémi du Jardin des Merveilles, on a parlé de la gestion de l'eau. Ouais. Ça fait déjà 1 heure, c'est un truc de fou. Ah ouais, ça va vite. On s'en garde un peu sous le coude. Ouais, bien sûr. Je tiens juste à dire que tu as un livre en ce moment qui cartonne. Oui, bah... même mes voisins, ils l'ont. Ça décrit cette expérience à essayer d'avoir un potager sur sol vivant et de nourrir tant bien que mal sa famille. Puis on retrouve pas mal de choses dans le livre de ce dont tu as parlé, choses normales. Je mettrai le lien dans la description, si les gens ne le connaissent pas, au moins ils pourront aller directement dessus. Olivier, je suis honoré de te recevoir parce que je pense que les gens le savent, j'ai déjà parlé de toi plusieurs fois. On se ressemble sur notre expérience d'anciens citadins, de working boy, qui se déconnectent un peu, et je pense que je suis content que les gens puissent voir ça sur internet, plus que des gens derrière souvent des fonds verts et tout, tu vois, qu'on soit dans la nature, et c'est une belle déconnexion. Ouais, c'est ce que je dis souvent aux gens aussi, souvent des fois d'ailleurs on nous donne des leçons de gens dont on ne voit jamais le potager, et on a peut-être quand même la crédibilité de parler tout le temps au cœur du terrain, et rien que pour ça, voilà, on peut être content de ça, quoi. Moi je sais que j'ai à cœur de parler de ce qu'on a sous les yeux. Avec nos échecs, nos rythmes, et notre vision qui est, comme tu dis, j'ai adoré quand tu dis c'est ma vision, mais attention, c'est... Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce serait beaucoup trop de prétention de dire moi j'ai la vérité et suivez-moi. Non, non, c'est juste une expérience. Tout à fait. Ouais. Et puis merci Brian de me recevoir, c'est pareil. Il y a beaucoup d'inspiration chez toi et c'était un plaisir. Merci. Merci Olivier, à bientôt.